Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la FAQ. FAQ après la victoire du Barça hier contre la Real Sociedad, on n'irait pas mais on a gagné les amis, et oui, donc c'est parti, c'est la FAQ, on y va, c'est parti. Ouais. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Vous avez été nombreux hier à me poser des questions sur Instagram les amis, comme à chaque match je mets une petite boîte à questions sur mon Instagram, donc l'Instagram il s'affiche généralement en bas de l'écran là, ou alors c'est dans la description de la vidéo, enfin bref. Vous pouvez me poser des questions après les matchs, j'essaie d'y répondre, des fois je fais des analyses, c'est vrai qu'en ce moment j'en fais pas souvent, et surtout là j'ai pas le temps d'en faire aujourd'hui, sinon je l'aurais fait, franchement je sais pas si j'aurais sorti une FAQ, mais j'aurais fait une analyse, ça aurait été sympathique pour voir des choses, certaines choses assez intéressantes je trouvais dans le match d'hier. Bref, si on n'a pas vu le match en fait, ça c'est assez étonnant je trouve, si on n'a pas vu le match hier et qu'on se base que sur le ressenti des réseaux sociaux ou de ce que les supporters ont ressenti après le match, on a l'impression qu'on a perdu le match. J'ai l'impression que toutes les réactions d'hier et tout, la plupart quoi en gros de l'ensemble des supporters, c'était j'avais l'impression qu'on avait perdu le match alors qu'au final on a gagné. Certes, il y a eu un peu d'ennui dans le match, hein, on va pas se mentir, ça reste une victoire contre la Real Sociedad, qui est une équipe qui nous a posé problème déjà cette saison, une équipe qui a posé certains problèmes en Europe aussi, en Ligue des Champions, à certaines équipes. Si on avait fait un 0-0 ou un 1-0 en galère contre Cadiz, je vous aurais dit ok, je comprends un petit peu le truc, mais là, on a joué contre une équipe qui joue un petit peu au ballon et qui pour une fois, d'ailleurs, a défendu à 5 défenseurs, défense à 5 en phase de défensive, ce qui nous a posé quand même pas mal de problèmes, et au final on a quand même plutôt dominé ce match et sans trop se bouger quoi. Donc ça moi c'est ce que je reproche un petit peu aux joueurs des fois, pour certains de pas trop se bouger le popotin, mais en soi on a vécu un match plutôt tranquille quoi, une victoire assez tranquille je dirais en soi. C'est pas une victoire à l'arrache, en galère. Au match aller, comme je l'ai dit hier dans mon débrief, on avait galéré, on avait gagné 1-0, voilà, c'était vraiment une victoire à l'arrache. Là, c'était une victoire plutôt tranquille et maîtrisée, quoi, contre un adversaire qui est pas si dégueulasse que ça, quoi. C'est tout ce que je dis. Bon, il y a beaucoup de questions sur Vitor Roque, je pense que je les prendrai pas, les gars, parce que à chaque fois on me demande qu'est-ce que tu penses de la gestion de Vitor Roque. On m'a demandé ça dans le live aussi d'avant-match hier, qu'est-ce que tu penses de la gestion de Vitor Roque, tout ça. J'en ai déjà fait une vidéo, j'en ai déjà parlé, je me suis étalé en long et en large, j'ai fait une vidéo assez longue de 30 minutes environ où j'ai donné tout mon ressenti on va dire sur la situation, la gestion, et je peux pas faire plus que ça quoi. Donc je vais pas me réétaler encore pour dire les mêmes choses, ça n'aurait pas de sens tout simplement. Première question donc de Black Henry Yondo qui dit bonjour café, bonjour. Dis-moi, est-ce que tu vois des améliorations dans le jeu? Moi non. Il n'y a pas vraiment d'amélioration dans le jeu en soi. Ça reste toujours à peu près la même équipe. Il n'y a pas trop d'amélioration. C'est difficile à dire comme ça là. J'ai pas revu le match en plus. Je vous avoue, j'ai pas pris le temps de regarder le match. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, donc voilà. J'ai pas pu me revoir un petit peu et le revoir un petit peu avec plus de recul et un peu à froid. Après, ce qu'on s'est amélioré, je trouve qu'on a encore une équipe qui est trop précipitée quoi. En fait, des joueurs trop précipités qui veulent pas prendre le temps et qui balancent trop souvent des longs ballons comme ça. Enfin, les longs ballons. Ça c'est quand même le jeu du Barça depuis Xavi, mais des fois au lieu avant même que les joueurs soient placés en fait, on envoie un long ballon et on perd les ballons, ou alors des fois on veut jouer trop vite quand on est devant et on est trop imprécis quoi. Donc encore une fois du déchet, choses comme ça. Après le match en soi, comme je l'ai dit, est pas spécialement mauvais, on a eu nos occasions, on les a mises, on a eu un problème d'égoïsme ou de collectif. Par moment, on a l'impression qu'il y a certains joueurs qui veulent pas donner la balle ou quoi. Je l'ai dit hier avec Cancelo, il n'y a rien contre Cancelo, mais des fois c'est d'autres joueurs qui font la même chose, hein, peu importe. Mais des fois on a des joueurs comme ça qui veulent pas s'assurer un but quoi. On dirait qu'ils veulent trop briller par eux-mêmes, mais si tu lâches le ballon et que tu donnes à ton collègue qui est hyper bien placé, peut-être qu'il y aura but, tu vois. Et des fois on a ce manque de fluidité comme ça, je ne sais pas pourquoi. Je pense pas que ça soit une tactique de Xavi en soi. Là, c'est vraiment purement ce qui se passe sur le terrain. C'est le ressenti des joueurs, le feeling, je sais pas, tu vois. Il y a un joueur, il va se dire je vais y aller perso au lieu de la passer au gars. C'est un mauvais choix, tu vois. Ça, c'est pas de la tactique, c'est juste c'est purement ce qui se passe dans le feu de l'action, quoi, tu vois, en soi. Et ça, souvent, on l'a vu cette saison quand même. On a l'impression que ça manque d'automatisme devant, quoi. Que des fois, ils se comprennent pas trop, ou alors ils ont pas envie de se comprendre, je sais pas. Sauf c'est un peu triste parce qu'on aurait pu marquer plus d'occasions. Ça, c'est des occasions
j'ai dit hier dans le débrief que, enfin voilà, on aurait pu tuer le match là-dessus, et pourtant ça comptabilise pas comme des occasions en soi. Purement l'exemple, l'action de Cancelo qui veut contrôler le ballon, qui veut essayer de contrôler le ballon au lieu de la pousser pour Ferran Torres qui est seul face au goal, c'est pas compté comme une occasion. Peut-être que Ferran il aurait loupé, on s'en fout. Sur le principe, le but c'était d'essayer, tu vois, de la donner au gars qui est bien placé, et pas essayer de contrôler la balle alors que t'as un défenseur qui revient sur toi, quoi. Et ça c'est pas comptabilisé comme une action, alors qu'en soi c'est une action dangereuse, mais c'est pas compté dans les expected goals parce que y a même pas de tir en fait. Mais sinon sur les occasions franches qu'on a eues, on les a mises, quoi. Quand on regarde un petit peu les stats, on se dit on s'est créé un certain nombre d'occasions, les a mises au fond. C'est sûr qu'on a eu du mal contre la Sociedad qui, comme je l'ai dit en début de vidéo, a joué à 5 derrière. Et ça nous a vraiment pas facilité la tâche. On sait que quand on joue contre des défenses à 5, ils ont joué en 5-3-2 je crois, on a un peu de mal, quoi. C'est comme ça. Donc est-ce qu'il y a de l'amélioration? Non. Comme d'hab, il n'y en a pas forcément. Question de Moulinats Mathieu qui dit: quel dommage de voir un Pedri si éteint, entre guillemets. Tu penses que c'est parce qu'il joue bas? Alors, moi j'ai trouvé Pedri hier plutôt bon, voilà. Sa première mi-temps elle est vraiment bonne. Maintenant c'est pas un Pedri, certes il y en a qui vont comparer Pedri souvent, dire ouais il y a des milieux offensifs, Pedri il vaut rien par rapport à Musiala ou à Wirtz par exemple, si on veut comparer, parce que j'ai déjà entendu ça dans le live même d'hier d'avant-match, quoi. Et bien là pour le coup son rôle n'était pas du tout d'être un milieu offensif et de créer des occasions. Son rôle était de sortir les ballons et de gérer le tempo du match, en fait, gérer le match tout simplement. Et c'est lui qui avait les clés, c'est lui qui gérait tout simplement. Il jouait plus bas, donc forcément, donc peut-être quand tu dis qu'on l'a senti éteint ou que toi tu l'as ressenti comme ça, c'est peut-être parce qu'il a rien fait de spécial, de folie, quoi. C'est pas le Pedri qu'on pouvait voir, qu'on a aperçu à certains moments, pas forcément cette saison, parce que bon, à force, mais la saison dernière ou même la saison d'avant, où Pedri, oui, il faisait des différences, il faisait des petits dribbles, il passait dans des espaces, il combinait, il y avait un peu de magie ou des passes même. Mais il a fait quand même quelques trucs sympas hier, il a créé pas mal d'occasions, il a fait des passes clés, tout ça. En soi, il a fait plutôt un bon match, un match assez propre, il a réussi quasiment toutes ses passes. En première mi-temps, il a réussi 100% de ses passes. En deuxième mi-temps, il a dû en louper quelques-unes, mais il doit avoir, je crois, si je me trompe pas, j'ai regardé hier, donc de tête, je crois qu'il a 96% de précision de passe, ce qui était le plus élevé sur le match. Donc un match assez propre de Pedri, mais effectivement qu'il n'a pas un rôle offensif, donc moins brillant, tu vois, plus organisateur. Il avait plus un rôle de l'ombre, Pedri, qu'un rôle dans la lumière, quoi, tout simplement. Mais en soi, j'ai pas trouvé qu'il ait fait un match mauvais, personnellement. Après, je sais pas si c'est ce que tu voulais dire par éteint, mais voilà. Bon, je vais prendre une question sur Rocher quand même, pour me répéter, mais bon, voilà. Arsène qui dit malaisant un peu la gestion de Rocher. J'avoue que c'est malaisant la gestion de Rocher, c'est malaisant. J'en ai parlé dans le live hier, mais d'avant-match. On a l'info soi-disant, alors je sais pas si c'est vrai, mais Deco qui dit maintenant qu'il voudrait vendre Rocher alors que c'est lui qui l'a ramené. Il l'a ramené alors que Xavi, c'était pas sa priorité d'avoir un attaquant de base. On lui a dit, bah il y a Rocher qui va arriver, donc il était là, ok, il y a Rocher qui arrive, mais lui il voulait un milieu, un 6, un pivot, quoi. De base, il voulait remplacer Busquets, il voulait pas spécialement une future pépite potentielle brésilienne, tu vois. Et au final, Deco, il a, je pense, fait un petit peu le forcing, parce que ça vient pas de Xavi, hein. Xavi, on voit bien qu'il avait pas spécialement envie d'avoir Vitor Roque. Donc en soi, tu fais le forcing et le coach après, il en veut pas spécialement. Et après, je trouve ça un peu dommage, forcément, parce que c'est Roque qui prend, c'est sa carrière, quoi. Sa carrière qui en prend un coup entre guillemets. Hein. Il a que 18 ans, il a le temps de se relever un petit peu, ou 19 ans, mais c'est pas non plus définitif. Xavi l'a pas taclé, il lui a pas fait les croisés, quoi. C'est sûr que la gestion, elle est malaisante. Elle est malaisante de la part de la direction qui achète absolument ce gars-là, qui met de l'argent dessus et puis après qui veut le vendre parce qu'ils se rendent compte que le coach n'en voulait pas alors que le coach avait dit de base qu'il n'en voulait pas. Et après elle est malaisante parce que Xavi, on a l'impression qu'il veut absolument pas lui faire confiance, tu vois. Alors qu'au début, c'est assez étonnant finalement parce qu'il y en a qui disent Roque ne joue pas. Au début, il jouait quand même. Au début, il jouait, on peut pas regarder vous avez juste à regarder les matchs que Roque a joué, auxquels il a participé. Il a participé à plusieurs matchs. En coupe, il a été titulaire que 2 matchs, je crois, mais je l'avais déjà dit dans ma vidéo sur Roque. Et il avait participé à 11 matchs de Liga et 2 de Coupe d'Espagne. Donc ça fait 13 matchs depuis janvier. Donc c'était pas non plus une catastrophe. C'est pas comme s'il jouait pas une minute, tu vois. Et au début, il jouait. Et là, depuis 1 mois maintenant, je crois que c'était le 13 ou le 14, le 13 avril, je crois. C'est le dernier match auquel il a participé. Puis après, plus rien. C'est bizarre.
C'est bizarre. Après, Xavi nous dit hier après le match, Rocher n'est pas rentré, il s'est même pas échauffé parce qu'en fait il avait un problème à la cheville. Mais avant le match, il dit tous les joueurs sont à 100%. Donc au final, bizarre un peu frérot. Est-ce que tous les joueurs sont à 100% ou est-ce qu'ils ont des problèmes de cheville? Parce qu'après il dit tous les joueurs sont à 100% et après il dit... Après le match, bon après j'ai vu cette déclaration, ça se trouve la déclaration de les joueurs sont à 100% c'était faux, hein, mais on sait jamais. Je suis pas allé vérifier si Xavi avait dit ça et tout, je vous avoue, j'ai pas fait mon travail. Après le match en tout cas, il a dit, j'ai vu qu'il a dit que Rocher avait des problèmes à la cheville, avait reçu un coup et il a dit que Ronald aussi, c'est pour ça que Ronald aussi n'est pas rentré. C'est qu'on avait des matchs dans la semaine, on avait beaucoup de matchs et que Ronald, bah voilà, fallait l'économiser, là ça va rien de le faire jouer. Voilà tout simplement. Donc j'en sais rien après, on sait pas, ça se trouve Xavi il a sorti un gros mytho juste pour se trouver une excuse et pas se faire jouer Rocher, mais de toute façon la situation elle est malaisante, mais la situation est malaisante parce qu'on en fait une situation malaisante, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Si tout le monde laissait travailler les gens normalement, ça serait pas une situation malaisante en vrai. Jouer, enfin il a déjà joué, peut-être qu'il jouera encore quelques minutes, j'en sais rien, mais ce qui est définitif et pour moi ce qui est assez clair, c'est que Xavi, il en a pas forcément besoin sur le court terme. Il compte pas spécialement sur Rocher, ça c'est un fait, comme il compte pas spécialement sur Félix non plus. C'est un autre fait aussi. Moi, ce que je trouve dommage dans cette situation, c'est qu'on s'est mis tout seul dans cette situation en fait. Parce que la direction et le staff technique ne bossent pas ensemble. Et je vais aussi préciser ça, Deco qui fait une déclaration hier à dire, il a dit les fuites sur les trucs sportifs en gros, il n'y a que Laporta, il n'y a que Xavi et il n'y a que moi, donc Deco, qui sommes au courant des trucs. Donc s'il y a des fuites, tu vois, en gros il insinue que les fuites ne viennent pas de lui, donc ça vient soit de Laporta soit de Xavi. T'as ton directeur sportif qui te dit dans les médias très clairement, il y a des fuites au club, ça vient soit du président soit du coach. Mais dans quel club on est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce gars? Certes, il y a peut-être des fuites, et certes, ça vient peut-être d'eux, mais à quel moment tu vas dans la presse et tu vas déclarer ça devant tout le monde à dire que « Ah, j'ai pas confiance en mon président ou en mon coach, mais il y a un problème quelque part. » Mais frère, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce bordel? On a des incompétents à la tête du club, c'est fou. Et vous pouvez citer tout le monde, hein. On peut citer Laporta, on peut citer Deco et on peut citer Xavi. Dans tous les cas, il y a du manque de professionnalisme à tous les étages, à tous les niveaux, et c'est pas possible. C'est un truc de ouf. C'est quoi ce club quoi? C'est un truc de ouf. Ensuite, question d'Andrea qui dit: es-tu rassuré par le jeu prévisible si on veut concourir l'Europe? Bon, de toute façon là, ça c'est fini. Bah, est-ce que je suis rassuré? Non. Personne peut être rassuré par un jeu s'il est prévisible. Mais je reste persuadé que le jeu prévisible, entre guillemets, il y a une grande part de responsabilité aussi par rapport aux joueurs en fait. Vous allez me dire, encore une fois, je sais ce qu'on va me dire, on va me dire que je défends Xavi, mais sans parler de Xavi, prenez Guardiola au Bayern. Il avait déclaré lui-même, Guardiola, pourtant il est intouchable par rapport à ce qu'il a fait, tout ça, tout le monde ne remettra pas en question Guardiola. Et pourtant Guardiola il dit, moi mon taf, il disait, c'est de faire en sorte que l'équipe elle construise au mieux. Et une fois qu'on arrive dans les 30 derniers mètres, c'est aux attaquants de faire le taf, tu vois. Et pour ça, il faut du talent. Il faut du talent des joueurs qui font la différence. Après, tu choisis ou pas de les mettre sur le terrain. On peut dire par exemple que Félix est un joueur qui fait des différences, un joueur créateur, un joueur imprévisible, tu vois, technique. Même s'il n'est pas spécialement en confiance, mais ça aussi c'est peut-être une mauvaise gestion du coach aussi qui fait qu'il n'est pas en confiance. Il y a des joueurs comme ça, donc si tu les mets pas sur le terrain, si tu mets des joueurs qui sont prévisibles sur le terrain, tu ne pourras pas faire de différence en soi. Mais c'est pas forcément une question pour moi de jeu, tu vois. C'est pas une question de construction, tu vois. Pour moi, le Barça est loin d'être parfait. Hein. En termes de construction, je pense que pour moi, on a trop une équipe statique, pas assez de mouvement, tout ça. Trop des joueurs qui restent dans leur... on dirait qu'ils ont un endroit et ils bougent pas de cet endroit, ils peuvent pas permuter, tu vois. Il y a très peu d'échanges comme ça, de dépassement de fonction chez les joueurs. Mais après, le seul joueur qui fait des différences, c'est Lamine Yamal. On n'a qu'un seul joueur qui fait des différences, c'est un joueur de 16 ans, 17 ans bientôt. C'est ça le problème aussi. C'est ça qui nous rend aussi prévisibles. Regardez, c'est pour ça qu'il y en a plein qui veulent que Fermín López soit titulaire aussi. C'est parce que c'est pas forcément un joueur imprévisible, mais c'est un joueur qui ose en fait. Qui ose faire des choses et qui ose aller de l'avant en fait. C'est pas un joueur peureux. Donc c'est un joueur aussi qui peut faire des différences aussi par sa percussion et sa verticalité dans l'axe, tu vois. Tout simplement. C'est pour ça que longtemps beaucoup de supporters aussi ont critiqué Rafinha, parce que Rafinha, il est très mauvais en dribble. Il apporte autre chose, comme on l'a vu hier.
une activité infinie. Il n'arrête jamais. Voilà, il fait des bonnes passes aussi, remise en une touche, il a fait des bons trucs aussi, et surtout une belle qualité de frappe. Il aurait pu finir avec un triplé hier. S'il met le penalty, plus s'il met là, il met une frappe sur le poteau, plus la lucarne, franchement ça aurait pu être des très très beaux buts, hein. Mais ça s'est joué à rien. On a l'impression que le gars a pas trop de chance non plus, mais c'est comme ça. Mais voilà, on a très peu de joueurs qui font des différences balle au pied, quoi. Et très peu de joueurs aussi qui osent faire des passes un peu risquées ou quoi. On a l'impression que, tu vois, tu casses des lignes un peu comme on pouvait le voir avant. Mais voilà, donc c'est un problème aussi de profil. C'est un problème de profil. Et je pense que si on garde la même équipe, je vois pas comment on peut avoir un jeu un petit peu imprévisible en soi. Avant, il y en a plein qui disent, et moi je suis de cet avis-là aussi, qui disent que Messi, pendant longtemps, il a caché c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, qui cache tous les problèmes du Barça. Et ça a été le cas. Parce que quand on regarde les matchs de Ligue des Champions, regardez le match Barça-Liverpool ou Liverpool-Barça, Messi était seul au monde. Et il faisait tout, et il driblait partout, il faisait les passes, c'était incroyable. Et d'un coup, on n'a plus Messi. T'enlèves Messi à cette équipe, si t'as les mêmes joueurs, mais juste sans Messi, il n'y a plus rien, tu vois. Et maintenant, celui qui a remplacé plus ou moins Messi, sans vouloir faire de comparaison, tout ça, mais dans ce rôle un petit peu différentiel, ou dans ce rôle de gars qui va d'un coup te sortir un truc, et tu vas dire, waouh, incroyable, putain, j'avais pas vu venir ça, tu vois. Bah, c'est Lamine Yamal, quoi, qui a 17 ans, même pas. Mais tu passes d'une époque où t'avais des artistes comme Messi, comme Neymar, comme Iniesta au milieu, à Lamine Yamal, quoi. Voilà. Ensuite, question de David machin chose qui dit salut café, salut David. Ça fait plusieurs fois que Ferran rentre en neuf. Tu penses pas que Xavi essaie de l'installer à ce poste pour la saison prochaine? Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, je pense pas qu'il veuille l'installer pour la saison prochaine. J'espère pas en tout cas. Je pense que c'est dans la tête de Xavi en tout cas la seule doublure potable derrière Lewandowski, enfin la doublure de Lewandowski. Ferran c'est un profil un peu différent de Lewandowski. Lewandowski il dézone souvent et il prend très peu la profondeur. Ferran Torres, c'est un joueur qui prend beaucoup la profondeur, qui fait beaucoup les appels. On l'a vu souvent ici sur la chaîne quand j'analysais à l'époque, quand Ferran est arrivé, tout ça. J'avais montré un petit peu ce qu'apportait Ferran sans ballon. On a vu souvent, et on en rigolait un petit peu aussi, que Ferran apportait plus sans ballon qu'avec ballon. Mais c'est un fait. Donc Ferran, c'est un profil un peu différent. Xavi l'a dit en fin de match, à la fin du match, il a dit qu'il voulait des joueurs qui étaient un peu plus agressifs dans le pressing, des joueurs frais aussi, j'imagine, mais qui allaient presser haut pour gêner les relances de la Sociedad et pour les obliger, on va dire, à dégager le ballon. On a vu qu'on les a gênés dans le pressing à certains moments dans le match, début de match et après en fin de match aussi. Par moment on les gênait, par moment on n'arrivait pas du tout à presser, c'était trop bizarre. Faut plus se poser de questions avec cette équipe. Donc je pense que c'est pour ça aussi. Je pense qu'il voulait un mec devant qui presse. C'est pour ça qu'il n'a pas fait rentrer aussi Félix par exemple. Félix s'est chauffé, mais voilà. Tout ça pour ça quoi. Et Ferran Torres, on l'oublie pas aussi, mais de base il est ailier droit, mais quand il est arrivé à City, Guardiola l'a fait jouer faux neuf. Très souvent. Très souvent. Il a commencé à l'installer faux neuf. Et si Guardiola a vu quelque chose en lui, on va dire, pour qu'il joue faux neuf, c'est qu'il doit avoir un minimum de qualité dans cette zone-là aussi. Peut-être par ses appels, peut-être par son jeu principalement sans ballon. Après, est-ce que je pense qu'il faut l'installer là? Non, je pense qu'il faut le vendre, Ferran Torres, perso. Et si ensuite de Teddy qui dit la saison prochaine, il doit y avoir beaucoup de changements, ouais, j'espère. Hein. Je vais pas m'étaler là-dessus parce que voilà, je vais pas donner tous les changements, tout ça, mais j'espère vraiment qu'il y aura un gros changement, un gros chamboulement dans l'effectif parce que cette équipe-là, on a besoin, grandement besoin. Question ensuite de Samba qui dit qu'est-ce qu'on ferait sans Yamal? C'est une bonne question, bah pas grand-chose, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu le seul joueur qui fait la différence. Ça ferait chier quoi, sans Yamal, tout simplement. Et je pense qu'on va s'étaler un petit peu plus sur le sujet sur Lamine Yamal. Concrètement, Lamine, c'est vraiment incroyable. La progression en très peu de temps, c'est monumental. Je pense qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à vivre tout ça. C'est un joueur très intelligent, qui a une vision assez incroyable, qui a ce côté aussi technique, qui a de plus en plus de facilité, peu importe l'adversaire. Comme je l'ai dit hier, ce que j'ai trouvé impressionnant dans le match d'hier, c'est que Lamine en début de match il a eu du mal et malgré son jeune âge il a continué et au bout d'un moment il a pris le dessus sur son adversaire quoi. Il a taffé le gars, il a taffé et au bout d'un moment le gars avait de plus en plus de mal à le tenir quoi. Et au final il est sorti à la fin de match le gars. Et c'est ça qu'on voit souvent. Non seulement Lamine apporte dans ses dribbles, fait des différences, non seulement là il commence à marquer aussi.
Pour l'instant, il statte pas beaucoup, Lamine. Il faut savoir, c'est que quand il était chez les équipes en équipe de jeunes, il stattait quand même correctement. Il marquait pas 150 buts par saison, mais il faisait partie des meilleurs buteurs de son équipe. Tout ça en jouant au même poste, ailier. Voilà, il a une très bonne frappe. On l'a vu à certains moments. Voilà, de temps en temps, il ose pas autant. Quand il était dans les équipes de jeunes, je pense qu'il osait un petit peu plus. Il nous faisait une spéciale Henry, une spéciale Robben, une spéciale ce que vous voulez. Tu sais, il rentre sur son pied gauche et il envoyait des lucarnes opposées. Il a souvent mis des buts comme ça, même avec les jeunes de l'Espagne. Donc vraiment, il y a un très gros potentiel derrière Lamine, je vous apprends rien. Mais moi, ce que je trouve assez impressionnant, c'est le niveau qu'il a à un si jeune âge. Personnellement, je m'y attendais pas. Je savais qu'il avait du talent, on en a déjà parlé. Je me suis dit attention à pas trop en faire avec lui, à pas trop lui mettre de pression non plus. On connaît ces gestions délicates des jeunes joueurs. On avait eu dans le passé des joueurs, sans parler d'Ansu Fati, mais Boyan par exemple, qui avait beaucoup de talent et pour ceux qu'on connu, et qui a pas spécialement eu de blessure, mais qui s'est effondré psychologiquement parce qu'il avait trop de pression. Pourtant à côté de lui, il y avait des Messi, il y avait des Henry, il y avait des Eto'o, après il y avait des Zlatan, il y avait des mecs comme ça quoi. Donc concrètement, il avait quand même des joueurs à côté qui prenaient la lumière. Lui, il n'avait pas spécialement de poids sur les épaules, le Boyan. Et pourtant, il s'est effondré psychologiquement. Et maintenant, il travaille au club. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. J'en avais déjà parlé. Mais justement, il permet aux jeunes de pas revivre ce genre de situation. Lui, qui a vécu cette situation et qui a travaillé là-dessus psychologiquement après pour se faire aider probablement et tout, parce que ça a détruit sa carrière concrètement. Après, il a fait une carrière basique alors qu'il avait quand même un gros potentiel. Il marquait énormément de buts et tout. Donc maintenant, il travaille pour la Masia et tout ça. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Au contraire de Deco par exemple, tu vois, tu ramènes Deco dans la direction, tu vois, tu te dis mais pourquoi, tu vois, ça n'a pas trop de sens. Et ramener Boyan pour travailler avec les jeunes, avoir ce lien entre l'équipe des jeunes, la Masia, tout ça et l'équipe première, je trouve ça parfait en fait, tout simplement. Un mec qui a joué qui vient de la Masia, qui a vécu ces trucs là difficiles et tout ça, c'est idéal. Parce qu'on sous-estime souvent le mental pour les joueurs, mais c'est vraiment très important. On voit cette équipe du Barça qui pour moi est plus faible mentalement que techniquement, concrètement. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Donc Lamine, vraiment impressionnant d'être aussi performant aussi haut niveau. Lui qui avait un physique assez frêle, qui a pris quand même énormément de muscles aussi depuis qu'il est en équipe première. En très peu de temps, là, en même pas un an, il a pris quoi, 6-7 kilos de muscles, je crois. Donc il est toujours un petit peu frêle. Faut pas qu'il soit non plus Adama Traoré. Le mec d'un coup soit un bufflet, mais il a besoin aussi de cette agilité, tu vois, pour dribbler, pour continuer à être performant dans ce domaine. Mais vraiment, je suis toujours aussi bluffé de voir Lamine Yamal. Et ce qui est énorme là-dedans, c'est que je pense qu'on en a vu un tout petit pourcentage en fait de ce que Lamine Yamal va pouvoir apporter au football. Voilà. Donc on va prier évidemment pour que Lamine Yamal n'ait aucun problème dans sa carrière, que ça soit psychologique ou physique, et qu'il puisse devenir le joueur qu'il est censé être tout simplement. Non pas le futur Intel, le futur Messi, le futur machin, mais tout simplement Lamine Yamal, et qui marquera l'histoire du football, ça serait incroyable. Ensuite on a Mobala Godouts qui dit « Salut Café, salut !» Tu trouves pas que Gundogan a été surcoté durant le match? Bon, surcoté, je sais pas. C'est bizarre de dire surcoté pendant le match parce que j'ai rien vu de spécial comme avis sur Gundogan. Donc je sais pas si tu utilises bien le terme surcoté. Gundogan dernièrement, il fait pas des matchs excellents non plus. Gundogan, même si c'est un très bon joueur, même si il est assez régulier, même si pour moi c'est un des joueurs les plus réguliers et les plus importants de cette saison, ça reste un Gundogan dernièrement qui est pas forcément hyper excellent non plus. Il a encore fait des différences hier, il a fait une passe D, voilà, il a fait des bonnes choses, mais il peut mieux faire. Il peut mieux faire. Après, surcoté, je sais pas vraiment si on peut dire surcoté. Surcoté, c'est quand tout le monde en fait des caisses sur lui, et j'ai entendu personne en faire des caisses sur lui, donc en soi, voilà. Ensuite, on a Joe qui dit « Plus il joue, plus je me dis que Rafinha peut limite jouer en neuf dans un rôle de faux neuf. » Possible, en soi, possible. C'est un joueur qui s'en sort bien dans l'axe, franchement, de ce qu'on voit là. C'est un joueur qui, en plus de ça, des fois, hier, il a beaucoup fait ça, à essayer de jouer en une touche, en remise. Et des fois, il a fait vraiment des bonnes choses. C'est un joueur qui prend la profondeur quand il faut. C'est un joueur qui vient chercher le ballon quand il faut. C'est un joueur qui fait les efforts devant. C'est vrai que pourquoi pas. Maintenant, ça manque un petit peu de qualité technique pour jouer faux neuf, je pense. En étant faux neuf, il faut aussi savoir faire le jeu, savoir, tu vois, être bon dans les petits espaces. Quand t'es au milieu comme ça, quand t'es marqué par peut-être deux défenseurs centraux et peut-être t'es entre les deux défenseurs centraux et le numéro 6, tu vois. Quand t'es dans cette zone-là, faut être assez fin techniquement. Et je pense que Rafinha manque un petit peu de ça. Je serais curieux de voir Lamine Yamal en faux neuf, tu vois. Mais peut-être qu'il est encore trop jeune pour ça. Ensuite, on a Mustapha qui pose une question. Alors, je sais pas si c'est une vanne, si c'est une question sérieuse. Bon, ça n'a pas trop de rapport avec le match, mais qui dit entre Xavi et Rony, qui a le plus marqué l'histoire du Barça?
Pour moi, la question se pose pas vraiment en soi. Xavi, enfin, je veux dire. Après, peut-être que tu n'as pas connu cette époque-là, mais enfin, pour moi, Xavi, largement. Ronaldinho a marqué une époque, ça c'est clair, mais Xavi, Xavi quoi. Xavi. Xavi. Ensuite, on a Amadou qui dit, tu crois pas que sans Frenkie, on peut pas sortir les ballons avec des jeux courts? Bah, c'est surtout que je crois qu'avec Christensen, c'est compliqué. Parce que tout le temps, il est, comme je l'ai déjà dit, hein, il est pas orienté à 3/4. Normalement, il faut s'orienter un peu, un œil face au jeu, un œil dos, tu vois. Place, en fait, pour recevoir le ballon, tu te places sur le côté, tu vois. Au lieu de te placer dos au jeu, il faut te placer de côté. Comme ça, tu vois s'il y a un joueur et tu peux orienter, tu peux... Et il n'a pas cette habitude-là. Christensen, il veut avant tout protéger la balle parce qu'il a peur de la perdre ou de faire une connerie. Donc il oriente, il se met de dos tout le temps. Et voilà, c'est en ça aussi que c'est pas un 6, tout simplement. Mais on n'a pas trop le choix parce qu'on a besoin de protection aussi défensivement, tu vois, d'avoir un mec qui va protéger cette entrée de surface. Mais je pense pas que ça soit principalement parce que Frenkie n'est pas là. Mais Frenkie permet de casser des lignes aussi et de porter un peu plus la balle, quoi. Ça c'est clair. Maintenant, je sais pas. Là comme ça, je dirais pas que c'est un rapport direct avec parce que Frenkie n'est pas là en fait. Parce qu'on a plus ou moins le même problème. Si tu mets Frenkie à côté de Christensen, bah il y a juste Frenkie qui va devoir sortir la balle. Et hier c'était juste Pedri qui sortait la balle, quoi. Christensen, bah il était là, il faisait acte de figuration. Des fois il était dispo, on lui donnait pas la balle parce que les joueurs ont peur qu'il la perdent. C'est un peu comme Roméo en fait, Christensen. Sans vouloir comparer les deux joueurs, forcément. Et je pense, comme je l'ai déjà dit, je pense pas que Christensen soit beaucoup plus à l'aise que Roméo pour jouer face au jeu comme ça et être, tu vois, jouer vers l'avant. Et en plus de ça, les joueurs, des fois, tu vois un Cancelo par exemple, sur un côté, j'ai un moment du match comme ça où j'ai vu Cancelo dans le couloir, t'as les défenseurs qui demandent la balle, t'as Pedri qui avance un petit peu et t'as un espace où t'as Christensen qui est seul, il vient demander la balle. Et Cancelo, il hésite comme ça et il l'envoie derrière à Inigo ou alors à Ter Stegen ou j'en sais rien. Alors que Christensen est complètement seul. Il y a Busquets à la place ou même n'importe qui dans l'équipe, là, Pedri, Gundogan, ça aurait été n'importe qui, Cancelo peut lui faire la passe. Il y avait de l'espace, c'était pas un tout petit espace, tu vois, où c'était difficile ou quoi à contrôler la balle, non. Il aurait pu lui donner tranquille. Et il l'a pas fait, je pense, parce qu'il a pas spécialement confiance. Il se dit, c'est trop dangereux, il va perdre la balle, ça se trouve. Donc on a l'impression que c'est un peu comme avec Roméo où des fois, tu vois les joueurs, le mec est seul mais ils ont pas envie de lui faire la passe parce qu'il se dit il va se passer une dinguerie. C'est triste. Question ensuite de Bachir, je pense que ça sera la dernière, qui me pose une bonne question. Pourquoi Xavi ne change pas de tactique, est-il trop limité? Peut-être, après bon, limité, moi ce mot là il est tellement flou que je sais pas trop, j'aime pas trop l'utiliser. Limité en quoi, tu vois, enfin limité comme ça, mais je pense que Xavi, comme je l'ai déjà dit, il a un plan A, on a l'impression qu'il a jamais vraiment de plan B, tu vois. C'est l'impression que ça donne. Peut-être qu'il en a avant le match, je vais essayer d'être clair là-dessus pour pas qu'on vienne un peu me dire peut-être il a un plan A, peut-être il a un plan B, un plan C avant le match et il choisit un de ses plans. Alors lequel? Allez, celui-là. On va choisir ce plan-là. On joue comme ça sur le terrain et une fois que si l'équipe en face par exemple, elle arrive à contrer son plan A, eh ben c'est à ce moment-là qu'en fait, il change pas de plan. On dirait qu'il s'adapte pas à la physionomie du match, qu'il arrive pas vraiment à s'adapter à la physionomie du match. Peut-être qu'il ne le voit pas lui-même. Ça peut arriver à certains coachs. J'imagine. D'autres, ils vont voir la solution directe et ils vont se dire ah, il y a quelque chose qui va pas. Il a aussi un staff technique. Je dis pas ça vraiment pour défendre Xavi. Je dis juste que Xavi peut-être ne le voit pas et ça, pour moi, c'est un problème. Ce qui est aussi problématique, c'est que il a personne pour lui dire non plus que ça fonctionne pas et que il faudrait peut-être réfléchir à un autre plan, quoi, un plan B, j'en sais rien, changer en fait. Donc oui. Je pense que Xavi peut-être est limité dans ce domaine-là parce que concrètement les tactiques de début de match, comment on sort la balle, tout ça, c'est pas toujours catastrophique en soi. Quand j'essaie de regarder un peu et de me dire bon Xavi franchement il fait du mauvais travail et je regarde un peu les matchs, je regarde un peu tout ça, tout ce qu'il a fait comme travail depuis le début et en revoyant tout ça je me dis ben pas si mauvais que ça en soi, tu vois. Comme d'hab, hein, peu importe. Moi je m'en fous qu'on me critique mais je le dis ce que je pense. Je trouve pas ça si mauvais, même si ça manque encore de quelque chose, ça c'est clair, mais je pense que cette équipe principalement elle manque de personnalité, tu vois, et c'est probablement parce que peut-être cette équipe est à l'image de son coach, peut-être que le coach est trop frileux et du coup que l'équipe elle manque de personnalité avec ballon, ce qui fait qu'elle dominerait peut-être plus les matchs, qu'on verrait plus la patte de l'équipe et la patte du coach, mais bref, je pense que oui, je pense que Xavi il a un problème pendant les
matchs, on a l'impression que soit il voit pas, comme je l'ai dit, il voit pas le problème, il voit pas ce qui ne fonctionne pas, et il va garder son équipe, il va garder les joueurs, il va pas faire d'ajustement. Et ça c'est un sacré problème quand même, évidemment. C'est un problème. Quand tu joues des matchs fermés, compliqués, face à un gros coach, on a vu le match contre le PSG, je pense qu'il aurait dû changer les choses avant qu'il soit trop tard. Parce que sur une erreur qui s'est passée, ça nous a flingué le match. Alors c'est Ronald qui a flingué le match, mais Xavi, je l'ai déjà dit, aurait dû réagir avant. Parce qu'on voyait que ça sentait pas bon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, tout pour la FAQ. On se retrouve demain pour l'avant-match, les amis, parce qu'il va y avoir un match après jeudi, tout ça. Je serai en live aussi, j'en ai pas parlé avant. Je serai en live ce soir sur ma chaîne Gaming Club Pro, 21h. Voilà. Donc à tutti quanti. Ciao ciao.